Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, messieurs? Ouais, bonjour, merci beaucoup pour cet espace. C'est Alessandro de Transac, je suis le Head of Growth. Et c'est Étienne Gandon et je suis dans le business development, aussi chez Transac. Ok. Eh ben, écoutez, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Transac en fait? En fait, Transac, c'est une intégration pour... si tu penses au marché crypto, il y a vraiment un problème d'accessibilité. En fait, il faut toujours avoir, je sais pas, ton MetaMask, ton wallet. Il faut en fait passer par Binance ou n'importe quel exchange pour acheter tes cryptos. Et ce qu'on essaye de faire, c'est en fait de créer un outil que tu peux ajouter à ton appli ou d'app ou n'importe quoi. Et tu peux en fait faire de l'onboarding de nouveaux utilisateurs qui ne sont pas peut-être familiales avec le monde crypto. Ok. Et du coup, alors, comment est-ce que ça fonctionne l'on-ramp et l'off-ramp, donc en gros l'achat de crypto-monnaies et du coup la revente de crypto-monnaies sur votre plateforme, via votre plateforme. En fait, aujourd'hui, on a on-ramp en plus de 30 blockchains, including Layer 2 et je sais pas, Polygon, zk-Sync, etc., okay. Arbitrum. Mais l'off-ramp va venir dans le prochain quarter. Et en fait, ça fonctionne qu'on prend de la liquidité de beaucoup de exchanges, liquidity providers, etc. Et on prend la compliance, du coup on fait KYC, on fait AML, on prend des paiements globaux. En fait, on a plus de 60 local currencies en plus de 150 pays. Et Apple Pay, SEPA, Bank Transfers, etc. de paiement local. Et du coup, ça fonctionne comme ça, de la partie on-ramp. Et pour la partie off-ramp, on va l'avoir en Q3 et ça va être pour l'Europe, bien sûr la France, et UK et États-Unis. Ok, donc au troisième trimestre, les gens pourront du coup transférer sur leur compte bancaire. Ils pourront revendre leur crypto-monnaie via Transac et récupérer l'argent fiat sur leur compte bancaire, c'est ça? Exactement. Et si tu regardes maintenant un peu l'espace, il y a des compétiteurs qui ont un off-ramp, mais c'est toujours limité à peut-être ETH, BTC, USDT. Ce qu'on va faire, c'est en fait, ça va être le produit le plus compréhensif sur le marché. Du coup, tu vas avoir n'importe quel asset en Polygon ou n'importe quel asset en Terra ou Ethereum, blablabla. Et ça, c'est le premier but. Et le deuxième but, c'est on va commencer avec des bank transfers, mais après, on veut faire off-ramp sur carte. Du coup, si tu penses à, par exemple, Play to Earn, ça va être super intéressant parce que tu es un nouveau utilisateur, tu n'as même pas un wallet, tu peux commencer avec seulement un adresse email. Après, tu fais un top-up, tu vas jouer à ton jeu et après, tu peux récupérer l'argent sur ta carte. Du coup, ça, c'est notre but de 2022, de créer the best onboarding workflow for new users. Ok, donc en gros créer la meilleure façon pour permettre aux utilisateurs d'utiliser leur argent en fait, tout simplement. Ouais, en fait, la mission de Transac, c'est un peu d'être d'onboarding player, okay. Pas d'être seulement on-ramp. C'est notre première mission on and off-ramp, mais après on veut vraiment en fait challenge by challenge, on veut essayer de résoudre tous les points de friction dans l'onboarding journey. Ok. En fait, du coup, quelque part, tu réponds un peu à ma question. Je voulais savoir quelles étaient les next steps, donc les prochaines fonctionnalités qu'on allait pouvoir trouver sur Transac. Donc, en gros, tu me dis que vous allez avoir donc l'off-ramp, donc permettre de pouvoir récupérer ces crypto-monnaies en monnaie fiat. Donc les gamers vont pouvoir récupérer leur token, leur crypto sur une carte, c'est ça?
Et donc pour pouvoir utiliser cette carte, ils vont devoir passer un KYC, je suppose. Bah, en fait, le problème de KYC, c'est toujours fraud versus conversion. Ce qu'on veut, c'est de créer un produit qui marche pour le use case que tu es en train de faire, quoi. Ouais, si tu penses gaming, on peut être plus flexible avec le KYC parce qu'on va... C'est plus difficile d'avoir quelqu'un qui vient sur un jeu, dans un jeu et il va faire une fraude, quoi. Du coup, on peut être plus flexible. Mais par exemple, pour DeFi, tu peux avoir beaucoup de... Les transactions, normalement, sont plus grandes. Et du coup, il faut s'adapter, quoi, au use case. Et je pense que du coup, il va y avoir des fois des KYC, des fois ça va être un peu plus flexible. Ça dépend vraiment du use case. Ok. Récemment, ça a été annoncé hier, parce que du coup c'est un GameFi, donc un jeu qui mélange à la fois de la DeFi, de la finance décentralisée et un jeu. Il y a DeFi Kingdoms qui a annoncé un partenariat avec Ramp, mais Ramp ne propose que l'achat de crypto One de Harmony Protocol. Est-ce que vous, par exemple, vous pourrez proposer directement l'achat de tokens natifs du jeu DeFi Kingdoms, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire ou vous avez un nombre, entre guillemets, limité de crypto-monnaies à acheter? Merci pour la question. En fait, je pense que ça aussi, c'est un gros focus pour Transact. C'est vraiment d'être flexible et offrir un peu l'accessibilité à tous les tokens. Du coup, même avec les jeux, on essaye toujours d'avoir leurs tokens. Et on a vraiment investi beaucoup dans les procès internement à Transact pour avoir le procès plus vite et aussi le plus flexible possible. Du coup, si tu vois, internement, on a notre compliance qui sait déjà... On essaie de lister 10 tokens par mois, quoi. Du coup, on ajoute vraiment beaucoup. Et je pense que là, on a plus de 100 tokens. Mais avant, on en avait même plus. Mais on a délisté parce qu'il n'y avait pas de volume. Mais on essaie d'être flexible. Du coup, ça va être possible. Et je pense que Ramp, c'est un compétiteur qui est peut-être un peu plus restrictif sur le niveau compliance. Nous, on essaie un peu d'être plus flexible. D'accord. Et du coup, quand une personne achète de la crypto-monnaie via Transact, est-ce que c'est plus compétitif que de l'acheter sur un exchange centralisé comme Binance, FTX, etc. C'est-à-dire que vous, quel est le modèle, entre guillemets, le business model de Transact par rapport à ça? Vous percevez une commission sur l'achat de crypto-monnaie? Nous, justement, on prend une commission, comme tu as dit. Du coup, ça part de 0,99% à 3,99%. Du coup, ça dépend où tu es et quel paiement tu décides d'utiliser. Et justement, ça, c'est notre business model. Si tu penses, par exemple, à Binance ou FTX, c'est même un meilleur exemple. FTX n'a pas besoin de faire de l'argent sur les withdrawals parce qu'ils font de l'argent sur le turnaround, sur le volume. Ouais. Du coup, c'est pas leur core business model. Et si tu regardes FTX Pay aussi, c'est un cash burner. Mais ils font à 0 commission parce que c'est pas justement leur primary driver of revenue. Pour nous, c'est justement ça. Le service qu'on utilise est complètement différent. Du coup, on prend une commission. Après, on essaye d'être le plus compétitif possible, mais justement, c'est un service avec vraiment similaire à un e-commerce. On prend ton argent et on va t'envoyer les cryptos.
ça, c'est nos business models. Mais si tu regardes, par exemple, Binance ou des autres exchanges, des fois, il y a beaucoup de stratégies aussi par rapport à leur position, s'ils sont une blockchain ou pas. Je fais l'exemple de Binance, mais pour longtemps, il n'y avait pas de Matic Native Withdrawal parce qu'ils essayaient de pousser BNB. Et j'ai des autres exemples si tu veux, mais nous, on essaie vraiment d'être agnostique. Okay. On ne pousse pas un écosystème en place d'un autre. Ça dépend comment tu vas définir la compétitive. Parce que si je regarde des fois des withdrawal fees, peut-être c'est pas beaucoup au niveau d'argent, c'est peut-être $1. Mais par rapport à ce que ça te coûte comme blockchain network fee, c'est un 100x. Okay. C'est beaucoup moins cher. Ouais, ok. J'ai des questions. Dis-moi. Si je pouvais aussi rajouter quelque chose, c'est que aussi l'avantage, par exemple, de Transact, c'est que du coup, au lieu, tu as le chemin normal où tu mets de l'argent sur Binance ou FTX et ensuite tu refais une transaction sur ton MetaMask, ton Terra Station, etc. Alors qu'avec Transact, ça permet aux gens, par exemple, qui n'ont jamais eu de Binance ou de FTX, etc., de ne pas avoir besoin de ce genre de plateforme pour mettre de l'argent sur un wallet, un portefeuille dans le Web3, et de pouvoir directement bénéficier de jouer à des jeux dans le gaming, de pouvoir utiliser des produits financiers dans la DeFi, et tout ça sans avoir besoin de faire un KYC, de passer du temps à faire son compte sur Binance, etc. Ok. Du coup, j'ai deux questions pour vous deux. Comment est-ce que vous voyez l'écosystème crypto Web3 aujourd'hui? J'irais. Alors moi, j'ai pas encore une grosse expérience. Ça fait peut-être 1 ou 2 ans que je suis là, et je trouve que le Web3, après quelques recherches, il est quand même toujours assez complexe, beaucoup moins complexe qu'il y a quelques années, mais aujourd'hui il y a de nombreux acteurs qui essayent de faire en sorte que ça soit beaucoup plus accessible, d'avoir des blockchains avec peu de frais, d'avoir des wallets qui peuvent se créer automatiquement quand on veut mettre de l'argent sur ces wallets-là, pour pas avoir le moins d'étapes possibles, de moins de friction, d'avoir vraiment la partie, avoir les clés privées, que ça soit compréhensible. Donc tout ça, ça passe par l'éducation. Et je pense que ça soit pour les entreprises, le retail, les institutions, il y a une grosse partie qui est dépensée sur l'éducation, la formation pour comprendre la blockchain, comprendre comment ça marche, comprendre comment utiliser ces jeux, comment faire utiliser la DeFi, tout ce qui est ça. Donc je pense que ça évolue vers plus de facilité, plus d'accessibilité et plus de compréhension. Moi, en fait, j'ai écouté un podcast, je ne me rappelle plus qui c'était, peut-être A16Z, Chris Dixon. Il disait en fait qu'il y a une grande différence entre un product bear market et un vrai bear market, des prix. Et je pense que là, on est dans la bonne direction au niveau de produits. Je vois toujours de l'innovation. Mais il y a encore beaucoup d'étapes à faire pour vraiment mettre la technologie dans le back-end. Je pensais hier, en fait, s'il n'y avait pas de l'upside économique, je ne pense pas qu'il y aurait autant de gens intéressés sur la blockchain. Non? Mais ça ne veut pas dire qu'on va quand même mettre dans la technologie dans le back-end. Okay. Je pense que beaucoup de gens dans les cryptos maintenant ont vraiment de tunnel vision. Ils pensent que c'est vraiment nécessaire de connaître MetaMask, de connaître tout ça. Mais en fait, c'est pas vrai parce que la révolution est plus accessible dans la façon d'une révolution économique. Par exemple, penser au fait qu'un token peut te permettre d'être soit un utilisateur, soit un investisseur. Et je pense que plus en plus, il faut vraiment aller dans cette direction et penser qu'au niveau de technologie, on peut vraiment we can achieve mass adoption by putting everything in the back end. Ok, donc l'adoption de masse
le back-end, on va pas le traduire, mais voilà, l'adoption de masse pour pouvoir l'avoir, il faut qu'elle reste, en tout cas que la technologie reste cachée, c'est ça? Oui, mais il faut quand même faire de l'éducation au niveau des nouveaux modèles économiques. D'accord. Je pense que plus en plus, on a besoin de ça plutôt que faire de l'éducation sur comment créer un Web3 wallet. Je pense pas que ça va être nécessaire. Ok. Et du coup, pour terminer, quel serait chacun votre conseil pour quelqu'un qui débuterait dans, entre guillemets, l'investissement dans les crypto-monnaies, ou en tout cas qui chercherait, qui serait intéressé par le gaming, etc., et qui voudrait se lancer, quel serait votre premier conseil? Mon premier conseil, déjà, c'est d'étudier. C'est un sujet qui revient souvent, ça. Déjà, je pense que, as a rule of thumb, il ne faut pas toucher des tokens au début. Du coup, you have to stick to your coins. Okay. Du coup, tu peux acheter des Ethereum, tu peux acheter Avax, mais il ne faudra pas que tu achètes, je sais pas, n'importe quel token dans la chaîne. Et parce que comme ça, tu as quand même une exposition à la chaîne et tu peux vraiment comprendre un écosystème. Je pense qu'aussi, c'est important de prendre un écosystème ou un secteur et vraiment l'étudier à fond. Et si tu as déjà un intérêt pour l'art ou pour n'importe quoi, fashion, tu peux vraiment commencer par ça parce que l'avantage de la blockchain, c'est que en fait, tout peut être on-chain. Du coup, n'importe c'est quoi ton intérêt, je pense qu'il y a des bonnes chances que tu vas le trouver. Tu vas trouver un équivalent Web3, quelque chose qui fait de l'innovation. Du coup, stick to your coins et après, tu peux spécialiser dans ton secteur. Et aussi les stablecoins. Je pense que c'est important de vraiment faire du yield sur stables et c'est moins risqué. Ok. Étienne? Non, oui, voilà, j'aurais dit la formation c'est super important. Pas forcément vouloir tout comprendre parce que c'est très complexe, mais comme l'a dit, se spécialiser dans un domaine qui nous plaît, parce que déjà ça c'est super important. Pourquoi pas, si c'est la DeFi ou le gaming, ça serait de quand même arriver à se faire son propre avis et de pas se laisser porter par le vent au rythme de ce qu'on trouve sur Twitter ou sur YouTube. De jouer peut-être au début avec des petites sommes pour comprendre comment ça marche, l'achat, la revente. Toujours en stablecoin, bien sûr, hein, pas en fiat. Mais voilà, jouer avec des petites sommes pour comprendre comment ça marche et sur des blockchains peut-être qui ont peu de frais pour comprendre et se faire plaisir et voilà, aller se spécialiser dans un écosystème ou un secteur qui est intéressant. Ok. Eh ben écoutez, merci beaucoup, merci d'être venu. Merci à toi. Hein. Et puis bon courage pour la suite. Merci, à la prochaine. Ça marche.